Ce scandale n'était pas mort. Il attendait. On vous a répété pendant des années que l'affaire Epstein était close, enterrée avec lui. Mais les derniers documents racontent exactement l'inverse. Plus on regarde de près, plus l'image devient dérangeante. Ce qui était présenté comme une série de crimes isolés commence à ressembler, selon les éléments cités, à quelque chose de bien plus large. Un système, des réseaux et des liens entre le sexe, l'argent, la politique et des États étrangers. Un journal britannique conservateur parle même d'un piège du KGB, évoquant des rencontres, des visas arrangés et des noms qui reviennent sans cesse dans les fichiers. Donald Trump, Vladimir Poutine, encore et encore. Mais voici le détail qui change tout. Ces informations n'auraient pas dormi dans l'ombre par accident. Elles étaient là, connues, conservées. Et si cela est vrai, alors la question n'est plus ce qu'Epstein faisait. La vraie question, c'est pourquoi personne n'a voulu que vous regardiez ici et ce que ça implique pour vous aujourd'hui. Alors, regardons ce qui s'est réellement passé sans tout révéler d'un coup. Selon l'émission que tu as fournie, les derniers documents associés au fichier Epstein ne se contentent pas de rappeler des crimes sexuels déjà connus. Ils introduisent une idée beaucoup plus dérangeante. Epstein aurait été utilisé comme point de convergence entre des élites financières, des responsables politiques et des intérêts étrangers. Le Daily Mail, décrit ici comme un journal britannique conservateur, affirme que l'empire sexuel d'Epstein aurait fonctionné comme un piège de type renseignement, avec des jeunes femmes russes, des contacts répétés avec Moscou et même des discussions après sa condamnation. Des tweets cités affirment que le nom de Vladimir Poutine apparaîtrait plus d'1 millier de fois dans ces fichiers, tout comme celui de Donald Trump. Mais voici la vraie question. Si ces éléments existaient déjà, pourquoi sont-ils restés si longtemps hors du débat public? Et surtout, que révèle ce silence sur la façon dont le pouvoir se protège lui-même? Parce que c'est ici que l'histoire cesse d'être un scandale isolé et commence à ressembler à un schéma. Voici l'affirmation centrale qui émerge des éléments cités. Epstein n'était pas seulement protégé, il était utile. Et ce n'est pas une opinion lancée en l'air, c'est appuyé par des détails précis évoqués à l'écran. Le Daily Mail est cité affirmant que l'empire sexuel d'Epstein était un piège du KGB, avec des jeunes femmes russes acheminées et des échanges répétés avec Moscou, même après sa condamnation. Un tweet relayé dans l'émission affirme que le nom de Vladimir Poutine apparaît plus de 1000 fois dans les fichiers et que celui de Donald Trump y figure également des milliers de fois. Ce que cela signifie, si ces citations sont exactes, c'est qu'Epstein ne collectait pas seulement des secrets, il accumulait du levier, des informations compromettantes sur des figures mondialement connues, selon les mots rapportés. Mais voici le détail que beaucoup évitent de regarder. Aucune de ces personnes n'aurait été appelée publiquement à s'expliquer pendant des années. Pas de commission majeure, pas d'audition spectaculaire. Alors pose-toi cette question. Quand des noms aussi puissants apparaissent aussi souvent, qu'est-ce qui a été volontairement laissé hors champ? À ce stade, l'histoire ne stagne pas, elle s'intensifie. Parce que selon le contenu que tu as fourni, tout cela ne commence pas hier. Les intervenants relient directement ces éléments à 2016, au moment où Donald Trump accède au pouvoir et où les accusations de proximité avec Vladimir Poutine explosent dans le débat public. À l'époque, l'idée d'une influence russe était présentée comme polémique, voire complotiste. Aujourd'hui, ces documents sont décrits comme venant donner un tout autre poids à ces soupçons. On évoque des contacts répétés, des intermédiaires, des visas arrangés et un Epstein qui se vantait, selon les citations rapportées, de son accès au Kremlin. Mais voici là où le récit bascule. Ce qui aurait dû provoquer un choc institutionnel semble avoir été normalisé. Epstein est arrêté, puis meurt en détention. Une seule personne purge une peine, Ghislaine Maxwell. Et pendant ce temps, selon l'émission, aucune discussion publique majeure sur l'espionnage ou la trahison n'a lieu au Congrès. Comme si l'ampleur potentielle du problème rendait l'inaction plus confortable que la vérité. Et c'est précisément à ce moment que l'histoire cesse d'être américaine et commence à devenir mondiale. Voici où les éléments deviennent encore plus dérangeants parce qu'ils introduisent une contradiction frontale entre ce qui est dit publiquement et ce qui est décrit dans les échanges cités. L'émission évoque des emails attribués à Jeffrey Epstein dans lesquels il parle directement de responsables russes, de discussions stratégiques et même de la manière de comprendre Trump.
Un message est cité mot pour mot. Epstein écrit que son interlocuteur a compris Trump après nos conversations et qu'il doit être vu comme obtenant quelque chose. Puis, une réponse mentionne un rendez-vous avec l'assistant de Lavrov, un nom qui renvoie directement au cœur du pouvoir russe. Si ces citations sont authentiques, elles dessinent une image précise. Epstein ne serait pas un simple intermédiaire passif, mais un acteur conscient, donnant des conseils politiques. Et c'est là que la contradiction devient impossible à ignorer. Officiellement, Epstein était un financier disgracié, marginalisé après sa condamnation. Officieusement, selon ses échanges, il continuait à dialoguer avec des cercles de pouvoir internationaux. Mais remarque ce détail que personne ne semble avoir nié frontalement. Si tout cela est faux, pourquoi ces échanges précis n'ont-ils jamais été publiquement démontés? Et surtout, qui avait le plus à perdre si cette histoire était regardée de trop près? À partir de là, tout s'accélère presque trop vite pour être confortable. D'abord, un élément clé rappelé dans l'émission, ces documents ne sortent pas spontanément. Il est dit qu'ils ont été forcés à être rendus publics et que sans cette pression, ils seraient restés enfermés. Ensuite, un autre fait est empilé immédiatement. Au même moment, selon l'intervenant, le département de la justice n'aurait engagé aucune action majeure liée à ces révélations, malgré ce qui est décrit comme des liens potentiels entre Epstein, la Russie et des figures politiques de premier plan. Et puis vient le troisième choc. Le récit relie directement ce silence institutionnel à un contexte de crise démocratique, en rappelant qu'un ancien président aurait coordonné une tentative de renversement politique violente pendant que ces informations existaient déjà dans les dossiers. Pris séparément, chaque élément est déjà grave. Mais empilé, ils donnent une sensation de perte de contrôle, comme si plusieurs alarmes sonnaient en même temps sans que personne n'appuie sur le bouton d'arrêt. Ce n'est plus une affaire judiciaire, c'est une pression systémique. Et la question devient inévitable. Que se passe-t-il si ce genre de dynamique continue sans jamais être confronté? Maintenant, arrêtons-nous une seconde sur ce que tout cela signifie pour toi concrètement. Pas pour les milliardaires, pas pour les responsables politiques cités, mais pour les gens ordinaires pris au milieu. Dans l'émission, un point revient avec insistance. Pendant que ces réseaux présumés de pouvoir, de silence et de compromission auraient continué à opérer, ceux qui ont payé le prix immédiat sont ailleurs. Les victimes, d'abord. Des jeunes filles décrites comme ciblées parce qu'elles venaient de milieux fragiles, parce qu'elles étaient les proies les plus faciles. Et ensuite, des citoyens ordinaires happés par les conséquences politiques. On évoque les événements du 6 janvier, les personnes arrêtées, jugés, condamnés, des gens sans fortune, chroniquement en ligne, nourris de récits simplistes. Pendant ce temps, selon le récit, les flux d'argent, les décisions en coulisses, les protections institutionnelles restent hors d'atteinte. C'est là que la fracture se crée. Une justice visible pour les uns, une impunité perçue pour les autres. Si cette sensation d'injustice te semble familière, dis-le en commentaire, parce que ce malaise n'est pas accidentel et ce qui l'alimente est plus vaste qu'un seul scandale. C'est ici qu'il faut prendre du recul parce que la colère seule n'explique rien. Ce que décrit l'émission, c'est un mécanisme, pas un complot magique, mais un système fait d'incitation, de peur et de silence. Epstein, selon cette lecture, n'était pas puissant parce qu'il était riche. Il était puissant parce qu'il rendait d'autres puissants vulnérables. Le levier ne venait pas de l'argent, mais de l'information compromettante. Une fois collectée, cette information ne sert pas forcément à être utilisée ouvertement. Elle sert surtout à ne jamais être utilisée tant que chacun reste à sa place. C'est là que le système se verrouille. Les institutions hésitent à agir parce que l'ampleur des dégâts potentiels est trop grande. Les médias traitent les morceaux séparément. La justice avance sur des cibles gérables. Et le reste devient du bruit. Ce n'est pas l'absence de preuves qui paralyse le système, c'est la peur de ce qui tomberait si tout était exposé en même temps. Et voici l'idée la plus inconfortable. Dans ce genre de structure, le silence n'est pas un échec, c'est une fonction. Tant qu'il tient, le système survit. Mais dès qu'il craque, tout peut basculer très vite. À partir de là, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. La première est celle de l'inertie.
Selon ce qui est décrit, les documents sortent par fragments, les réactions restent fragmentées et chaque camp lit l'histoire à travers son propre prisme. Les institutions continuent de traiter des dossiers périphériques pendant que le cœur du problème reste trop explosif pour être touché. Dans ce scénario, rien ne s'effondre. Tout se normalise. Les révélations deviennent du bruit, puis de la fatigue, puis un souvenir de plus dans le cycle de l'actualité. Mais il existe une autre trajectoire, plus instable, celle où les liens évoqués entre espionnage présumé, compromission, financement politique et ingérence étrangère commencent à être regardés ensemble et non plus séparément. Dans ce cas, chaque nouveau document ne s'ajoute pas à la pile. Il change la lecture des précédents. Les emails cités, les noms qui reviennent, les silences institutionnels deviennent des signaux, pas des anecdotes. Et dans ce contexte, la pression ne vient pas d'une décision unique, mais de l'accumulation. Voici pourquoi l'incertitude est maximale. Aucune de ces trajectoires ne dépend d'un seul acteur. Elles dépendent de ce que le public accepte d'ignorer ou refuse de normaliser. Et tout indique que la prochaine étape n'est pas encore visible, mais déjà en formation. Alors voilà l'idée qu'il faut garder, celle qui recadre tout le reste. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, ni même d'un scandale sexuel ou politique. Selon les éléments que tu as fournis, elle parle d'un monde où le vrai pouvoir ne s'exerce pas toujours par des votes ou des discours, mais par la capacité à rendre les autres silencieux. Epstein n'était peut-être pas l'exception. Il était peut-être l'outil. Et quand un outil devient trop dangereux, on ne le débat pas. On le retire. Si cette lecture est juste, alors le point clé n'est pas ce qui a déjà été révélé, mais ce qui a été rendu impensable. Les emails, les noms, les financements, les silences ne sont pas des morceaux isolés. Ils forment une logique. Une logique où la démocratie n'est pas renversée d'un coup, mais érodée par compromis successifs. Et voici la boucle qui reste ouverte. Si ce système a fonctionné une fois, rien n'indique qu'il a disparu. La question n'est donc pas qui est coupable, mais combien de fois ce mécanisme a déjà été utilisé. Si tu veux comprendre la suite avant qu'elle ne soit normalisée, abonne-toi. Parce que cette histoire ne s'arrête que là